Tout le monde, bienvenue donc pour ce premier live de l'année 2022. Donc aujourd'hui, on va parler d'un Monte Carlo qui va rester dans les mémoires, je pense. On va discuter de ça tout de suite avec mes camarades. Donc c'est bon, on va relancer vraiment le live. Donc ce soir, on va discuter donc du Monte Carlo. Super victoire de Loeb avec une grosse baston avec Sébastien Ogier. C'était la première sortie des rallyes 1, donc des rallyes 1 hybrides. On a beaucoup de choses à discuter. Donc, tout d'abord, comment avez-vous vécu ce rallye? On va commencer par Olivier. Comment tu l'as vécu? Écoute, moi j'étais très surpris dès le début, comme beaucoup de monde, par le résultat de l'UP dès le début, dès le premier chrono. Il a pris tout le monde à froid. Moi, franchement, je m'attendais pas à ça. Pas le jeudi soir tout de suite. Un peu dans la journée du vendredi, ouais, ok, qu'ils prennent ses marques. Mais là, le jeudi à froid, je pense qu'il y a des concurrents qui vraiment, ils ont pas compris, quoi. Ok. Adrien, t'en as pensé quoi de tout ça? Je vais pas dévoiler tout ce que j'ai à dire ce soir Ouais. déjà, mais je trouve que la journée la soirée, la nuit de jeudi, euh, de suite, on voit que Loeb et Ogier ils partent solidement, tandis que les autres c'est peut-être un petit peu avec le trouillomètre à zéro parce que c'est le Monte-Carlo, c'est le début de la saison. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé systématiquement. Cette soirée du jeudi, elle fait de gros écarts et après on voit que ça se nivelle dans le reste du rallye. C'est ce qui s'est passé cette fois aussi. Et donc du coup, c'est une soirée très importante. C'est deux spéciales très importantes qui font une grosse différence. Et comme Olivier, bien sûr, quand même, j'attendais Loeb pas à la ramasse, mais pas aussi bien placé. Voilà. Ok. Et on va terminer par le dernier. Salut François. Vas-y. Bonsoir. T'en as pensé quoi de tout ça? Je dois avouer que j'étais très impatient de voir ces nouvelles voitures et on avait eu des échos, donc voir comment ça pouvait évoluer, comment elles allaient tenir, est-ce qu'elles allaient tenir, même la première des questions était là. Ensuite, est-ce que les R5, comme disait Tanak, allaient être devant, et on s'est très vite rendu compte que ça c'était un bluff pas possible. Maintenant, je suis très étonné de voir qu'en fait toutes les hybrides sont à l'arrivée, hormis celles qui ont été satellisées par leurs pilotes. Ça, pour moi, c'est vraiment une vraie surprise. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit comme ça. Après, bien entendu, Loeb, voilà, effectivement, pas au-dessus du lot quand même, mais vraiment à proximité d'Ogier. Et les deux ont, pour le coup, été tous les deux au-dessus du lot, là, clairement. Et à la place de certains pilotes titulaires du mondial, je me poserais quand même quelques questions que des semi-retraités comme ça, surtout Loeb, forcément, débarquent du jour au lendemain limite et explosent tout, quoi. Alors après, on pourra toujours dire ils jouent pas le championnat, peu importe, peut leur importer limite le résultat s'ils allaient pas au bout, mais quand même en termes de performance, il y a des questions à se poser pour les suivants derrière. Ok. Donc on va commencer par Adrien qui va nous faire un petit briefing là sur le fonctionnement de l'hybride. Donc tu m'as dit que tu avais un peu creusé le sujet. Donc on va t'écouter religieusement. Voilà. Non, mais en fait, je l'ai creusé pas tant que ça. Julien Ingracia m'a bien aidé puisqu'il a fourni des explications hyper intéressantes aujourd'hui. Donc, pour le fonctionnement des boosts au niveau de l'hybride, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie, quand elle est chargée à 100%, elle a la capacité de 14 040 kJ. Et que, au niveau de la réglementation, ils n'ont pas le droit d'utiliser plus de 60%. Systématiquement, c'est bridé. C'est 60% de cette capacité. Donc 8424 kJ. Au départ d'une spéciale, ils ont le droit d'utiliser 8424 kJ. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'au départ de chaque spéciale, au moment où il y a le launch control, sur la procédure de départ, ils utilisent 1000 kJ pendant 10 secondes. S'ils lèvent l'accélérateur, ce boost, il est coupé. Et ce sera systématiquement, de toute façon, la même chose pour tous les boosts pendant toute la durée de la spéciale. Donc, on avait 8424 kJ de disponibles, on en enlève 1000, reste 7424 kJ. Et donc là, la FIA, pour chaque spéciale, donc c'est vraiment spécifique à chaque spéciale, il y a une quantité de kilojoules qui est
qui est, je trouve pas le mot. Pour chaque boost a sa quantité de kilojoules. Voilà. Donc, je crois qu'Olivier est parti là. Ouais, un souci avec Olivier. Ouais, on a un souci avec Olivier. Bah, c'est pas grave, tu vas. Donc, j'essaie de continuer. Tu peux continuer. Donc, voilà. Ouais, vas-y. Chaque boost, donc, dans une spéciale, le boost, il a une quantité d'énergie. Donc, dans celle où il a expliqué, c'était la Power Stage. La FIA avait autorisé 140 kilojoules par boost. Et donc, ça donne le nombre de boosts autorisés pour la spéciale. On divise le nombre de kilojoules qui restait, donc 7424 par 140 kilojoules par boost, ça donnait 53 boosts possibles à utiliser. Et comment on utilise les boosts? Est-ce qu'il y a un bouton? Est-ce qu'il y a quelque chose? En fait, non, c'est la pression sur la pédale de frein qui va déclencher un boost à partir du moment où cette pression, elle est au minimum de 5 bars. Donc, à partir du moment où un pilote va freiner et va appliquer une pression de 5 bars sur la pédale de frein, ça valide un boost. Donc, dès la prochaine phase de réaccélération, il aura un boost pour une durée de 10 secondes. Et donc, voilà le système de fonctionnement du boost. Ok, merci. Voilà. Bah, tout ça est c'est quand même comme ce que fait la FIA, c'est quand même une sacrée usine à gaz. Hein. Le mec qui a calculé ça, il y a une paire de nuits où il n'a pas dû dormir quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as eu des infos là-dessus? Enfin, toi, j'allais dire François, mais François, Olivier, est-ce que vous avez des infos là-dessus ou Rien de plus, rien d'aussi précis qu'Adrien. Ce qu'on en a lu vite fait dans Rally Sport, par exemple, il y a quelques temps, ils avaient fait un truc assez chiadé, mais pas aussi pointu qu'Adrien. Respect. Clairement. Ouais. Aussi. Okay. Il a perdu à la moitié du truc déjà, mais. Non, mais moi. Toi, t'es pas preuve de maths, toi. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'explication de Julien et que je me suis posé en fait la question tout le long du rallye, c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir l'explication dès le début. C'était comment est-ce qu'on activait le boost? Est-ce que c'était comme en F1? Est-ce qu'il y avait un bouton? Est-ce que à l'avance c'était automatique parce que ça avait été défini par certaines zones dans la spéciale? C'est un petit peu ce que je croyais précédemment. Hein. J'avais même dit sur le forum, parce que c'est ce que j'avais compris, que les boosts seraient définis à l'avance par rapport au roadbook à tel kilométrage, ils auraient le droit à du boost, voilà. Mais en fait, pas du tout. Ils en ont un certain nombre donné à utiliser dans toute la spéciale et ils sont déclenchés par la pression de 5 bars sur la pédale de frein. Voilà. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc le rallye Monte-Carlo, il faisait 296 km. Est-ce que c'est un peu pas du foutage de gueule tout ça? C'est pas un Monte-Carlo quoi. Qui veut répondre? Je peux commencer. Vas-y. Il y en a plein qui sont en colère après ça. Je comprends aussi. Moi aussi j'ai connu le Monte-Carlo d'avant, hein, comme tout le monde. Mais ça a au moins le mérite d'exister encore, quoi, parce qu'on vit quand même une période pas facile. Là, avec leur projet de recentrer sur Monaco, ils pouvaient pas se permettre de rebalancer des gens en voiture ou en remorque sur Valence, sur Gap, sur chez nous, c'était pas possible, quoi. Et il y avait cette histoire de liaison, enfin de pseudo-liaison en électrique qui a fait sourire beaucoup de monde avec justesse. C'est ridicule. Si on regarde bien, c'est vraiment du politiquement correct à 2 balles, quoi. 0,3% du total des liaisons. Oui, voilà. Juste sur le territoire monégasque, ils sont passés en moulinex, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis voilà, c'est tout. Il y avait des caméras, ça a été filmé, ça a été montré. Voilà, mais partant de là, ils pouvaient pas se permettre, à mon avis, de faire des liaisons interminables comme il y a eu avant pour aller emmener le rallye dans les lieux mythiques qu'on aime bien. C'est ça. Moi, je le comprends. Je comprends leur démarche, si tu veux. Après, je le regrette bien sûr, comme vous. Ok. François, je vois que tu acquiesces. Ouais, je pensais un peu comme Olivier. En fait, la question se pose surtout alors, on n'a pas un vrai Monte-Carlo comme on l'avait avant, bien entendu. On a quand même quelque chose. Et de surcroît, j'ai eu l'impression qu'on avait quand même un Monte-Carlo qui tenait un peu ses promesses à la fois en termes de stratégie, en termes de changement de revêtement, de grip. C'était quand même assez plaisant à suivre. Alors effectivement, en termes de kilométrage, on en aimerait beaucoup plus.
Ça, c'est une évidence. En termes de spécial, on en aimerait beaucoup plus. Est-ce qu'on n'est pas quand même sur le format qui va se normaliser, à savoir quand même des sprints plus que des gros mondiaux comme on a connu bien avant, où il y avait 500 km de chrono, hein. Là, très clairement, je pense qu'on va plus vers ce format-là et qu'on va devoir se satisfaire de ça. Et en même temps, quand on voit le final à suspense, est-ce qu'on peut être déçu? C'est une bonne. Oui. Voilà, j'arrive pas à voilà, me dire. ouais, il y a eu une bagarre et je me dis, ouais, effectivement, ça aurait peut-être été encore plus intense si ça avait été sur des spéciales un peu plus grandes, un peu plus mythiques, un peu plus nombreuses. Ouais, mais en même temps, je suis pas déçu de ce qu'on a vu, quoi. ouais. Et toi, Adrien? Alors, déjà pour rebondir un petit peu par rapport à ce que disait Olivier, je pense pas que le kilométrage y soit spécialement dû à l'épisode qu'on a connu de Covid. Le format des rallyes qu'on a aujourd'hui, de toute façon, il est inférieur à 350 km de spécial depuis déjà bien 10 ans. Donc, on n'aura jamais plus que ça. Des Monte-Carlo à plus de 400 km, c'est fini, il n'y en aura plus. Le fait qu'ils auraient pu faire plus de liaisons, ils auraient pu aller plus loin, mais bon, le choix c'était de rentrer à Monaco systématiquement. Donc après, c'est vrai que partant de là, c'est difficile. Il faudrait peut-être partir sur l'Italie, comme ça a été déjà fait dans les années 70. 70. Donc ça peut être une option. Bon, voilà, il y a d'autres pistes. Après, pour faire plus de kilomètres, il y a aussi la possibilité, pourquoi pas la première nuit, le jeudi, je vois pas pourquoi on fait pas de boucle. On pourrait très bien faire 2 passages. Il y a rien qui l'empêche. Mais ça, c'est un petit peu la CM, de toute façon. Bon, pour y avoir travaillé une paire de fois justement sur le Monte-Carlo, ils sont assez mesquins pour beaucoup de choses vis-à-vis des amateurs, par exemple avec la barrière qui se fixe des 50 premiers qui ont le droit d'accéder à la dernière journée. C'est peut-être pour eux, c'est une façon de garder le mythe qu'ils avaient instauré à une certaine époque, mais ça devient ridicule. Aujourd'hui, on a privé 15 amateurs d'aller faire la dernière boucle et de monter sur le podium à Monaco, quand on sait ce que ça coûte aujourd'hui par rapport à avant, quand on sait les sacrifices que ça demande. Je trouve que c'est mesquin, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. 15 voitures, c'était 15 minutes de plus dans le timing, puisqu'après ils sont toutes les minutes. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Et après, sur le choix des spéciales, pour cette édition, j'ai trouvé ça assez moche. C'est-à-dire, bon, ça c'est un choix personnel. Moi, celle de Maligé, je la trouve sympa. Celle où il y avait de la glace aussi était sympa. Mais après, les autres spéciales, notamment celle, la nuit du Turini, tout ça, ça a plus aucun intérêt, je trouve, de nos jours. Mais la première journée, les spéciales sont pas belles. On est parapet montagne ou alors glissière montagne. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de place au spectacle. La route, elle est très étroite. Il n'y a pas de cordes qui vont se salir, qui vont être grasses. Ça va être de la corde cassante avec du caillou. C'est pas beau. Moi, je trouve ça pas très joli. Après, ça n'empêche pas qu'on ait vécu un Monte-Carlo assez sympa à suivre, parce qu'il y a eu des rebondissements, parce que c'était l'ère nouvelle des hybrides et qu'il y a eu des trucs, voilà, sympa. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est pas un joli Monte-Carlo. Voilà. Ouais, Xavier nous dit donc le vendredi était assez ennuyeux, le samedi était dingue sincèrement. Alors moi perso le samedi j'ai vu qu'une spéciale, enfin deux spéciales, donc c'était pas évident. J'ai du mal à me faire un avis là-dessus. Mais j'avoue que jeudi je me suis un peu ennuyé quoi. Jeudi c'était sympa, hein, c'était l'ouverture de la saison, c'était une nouvelle voiture, voir qui va être devant l'autre, c'était ça qui était sympa, mais la spéciale en elle-même. J'ai été assez sceptique. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est le retour. Bah, tu en parlais brièvement là, une vraie nuit du Turini ce soir là, par exemple.
se faire commencer à 17h ce soir et puis te rentre terminer à 22h, 23h, Ouais, minuit. mais ça, tu m'excuses toi, de te couper, mais ça, c'est plus le genre Ouais. de choses qui va être possible parce que on va te dire, bah ouais, mais après, les gars, il faut les rentrer. Après, le format Ouais. est Power Stage le dimanche C'est ça midi pour le. la télévision. C'est hyper standardisé, hyper formaté. Bon, c'est toujours discutable. Après, effectivement, une nuit du Turini, c'est associé au Monte Carlo en long, en large et en travers, et ce serait peut-être judicieux de l'avoir. Alors à ce moment-là, un samedi soir, ça pourrait être jouable. Mais Ouais. Là-dessus, je suis d'accord avec François. Tu peux pas la mettre le dimanche pour l'arrivée, c'est pas possible. Elle peut être le samedi comme ça a été fait à l'époque de l'IRC. Mhm. Et avoir une power stage qui se finit, quitte à la faire finir à 15h, j'en sais rien, mais elle peut même se finir à midi, ils peuvent avoir une nuit très courte, hein, c'est quand même des sportifs de haut niveau. À l'époque, les mecs faisaient enquillaient des centaines de kilomètres et dormaient à peine 2 ou 3 heures, donc je veux dire, bon, ils peuvent le faire sur une journée dans l'année, ça peut se faire. Et effectivement, on pourrait avoir une vraie nuit du Turini le samedi soir, ça peut se calculer, je pense. François a raison. Ok. Mais pas le dimanche. Le dimanche, c'est pas réalisable. Parce que déjà, en plus, t'as tous les amateurs qui retournent au boulot. Demain, il y en a qui sont au boulot. Hein. tu penses aux Les 15 qui n'ont pas, assistances, les 15 qui n'ont pas eu le droit de partir le dimanche matin, c'est ça? Tu penses à eux? Ouais. bah, Ils seront en forme demain. eux, ceux-là, ils seront en forme au boulot. Ouais. Il y a The Tractor qui nous dit jeudi soir, même s'il y avait un peu d'ambiance, il y en a peu autant qu'avant. Il manquait une boucle le jeudi soir. Ok. Donc spéciale suivante. Non, question suivante. Alors il y a quelques années, j'avais dit sur un forum dont on n'a pas le droit de dire le nom, que l'UB était un peu plus chanceux que la moyenne. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette affirmation? Est-ce qu'il est plus chanceux que la moyenne? La moyenne de quoi? Est-ce qu'il est plus chanceux que par la exemple, moyenne encore là, sans la crevaison d'Ogier, il était deuxième, quoi. Ben oui, mais si Ogier il va pas frôler une chicane en béton à Monza, c'est Evans qui est champion du monde, tu vois. Donc, est-ce que c'est la chance de l'UB ou est-ce que c'est la chance des champions? Voilà, c'est ça. Après, juste pour finir, le champion, il sort dans le droit où il est parti d'hélico, on le voit dans les traces, il fait les traces dans la neige. C'est du Ogier aussi, ça, il l'a fait plusieurs fois dans sa carrière. Il a une chance énorme. Et c'est la baraka des bons, quoi. Et ils l'ont les deux. Neuville l'a pas, clairement. C'est ce que j'allais dire. Sur une échelle de 1 à Neuville, les deux, ils sont larges. Alors après, il y a un phénomène qu'il faut retenir, c'est que quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple le bas de caisse de l'UB qui est à moitié déchiré et que la jante qui est cassée, tu dis putain, il est pas passé loin, il a de la chance de finir premier. Même chose pour comparer avec Ogier à Monza, ouais. Mais ça c'est le genre de chance qu'on retient parce qu'on se dit tiens, tu te rends compte, c'est passé à ça et il gagne. Mais en fait, des coups de bol comme ça, ils en ont tous dans la saison et dans tous les rallyes et dans toutes les spéciales. Et après, par contre, je pense que plus que la chance de certains, il y a la malchance d'autres. Un mec comme Latvala, même s'il était un peu casse-auto, quand même, s'il y avait une pierre à prendre, elle était pour lui, quoi. C'est la sienne, C'était un peu ça. Hein. Donc voilà. Après, bon, est-ce qu'il a plus de chance que les autres? Peut-être pas. Je sais pas. Après, on peut toujours dire que la chance, ça se provoque et que du coup, effectivement, par leur précision de trajectoire, leur anticipation ou leur vision, même probablement un petit peu au-dessus du lot, ils arrivent à avoir ce tout petit écart qui fait que, effectivement, au lieu de prendre la pierre Latvala, eux, ils frôlent le parapet et ça s'arrête là, quoi. Il y a peut-être un petit paramètre comme ça, je sais pas. Après, ça se joue à tellement peu de choses. Pardon, tu as peut-être envie de rajouter quelque chose, Olivier? Non, c'est ça. C'est les deux. Je vais retrouver où j'étais. La baraka de ces deux champions, quand même assez particulièrement par rapport à d'autres. Des sorties d'Ogier avec la Polo, avec la Fiesta, ou d'autres auraient tapé
échappé d'un truc dans la neige, par exemple au Monte Carlo 2 fois, une fois avec l'Apollo, une fois la Fiesta. Latvala, il y aurait eu un bout de béton dans la neige. Avec Ogier, il n'y avait pas. Donc, comme ça, effectivement, si on reprend un petit peu, on arrive à en retrouver. Ils ont cette vista qui fait que ça passe, quoi. Puis voilà. Ok. Il y avait des messages, mais j'arrive pas à les relire. Si Xavier nous dit donc qu'il y a une part de chance, un peu, mais pas plus que les autres. Hop là, ça défile trop vite. Mod Jeans nous dit que Latvala lui prenait une corde et est sûr qu'il y a eu dedans, donc comme ce que tu disais. Ouais. Vince nous dit que Neville c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc hop voilà hop, et j'ai raté un message de Vince. Donc c'est l'apanage des champions, une part de chance de temps en temps. Ok. Ensuite, donc là, on a un peu des retraités là. Est-ce que c'est pas un peu mauvais pour le championnat, tout ça, de voir deux retraités là qui écrasent tout le monde Est-ce que ça ridiculise pas un peu le championnat, François? Alors, ouais, enfin, deux retraités, certes, mais pas n'importe lesquels. On va dire, c'est pas comme si un autre retraité, par exemple, on parlait de Latvala, voilà, c'est pas comme si Latvala venait comme ça, était au-dessus du lot puis sortait, quoi. Là, c'est quand même deux mecs qui ont à eux deux 17 titres, qui sont, même si Loeb il avait un peu coupé, ils sont tout le temps le cul dans une bagnole de course. Donc Ogier il est retraité cette année, l'année dernière il était encore à temps complet, donc qu'il soit au-dessus du lot, c'est pas surprenant. Moi, c'est vraiment plus Loeb qui me surprend quand même, même si voilà, il a un petit peu la vue qui baisse, il est un peu plus vieux, tu peux estimer que bon, il est moins fringant que fut un temps. C'est plus ça qui va être interrogateur, c'est-à-dire que il arrive après un Dakar où alors il a peut-être pas trop puisé dans ses réserves, je sais pas, ça je l'ai pas du tout suivi le Dakar, pour être honnête. Il a quand même piloté pendant 15 jours, il devait être au top physiquement, là il arrive, il explose les autres du mondial. C'est plus ça qui me pose question, et tu te dis finalement, ces deux mecs-là, est-ce que ces performances de ce week-end ne montrent pas à quel point ils étaient d'office au-dessus du lot et que les autres sont d'excellents pilotes, mais que eux ils sont plus que ça, tout simplement. Alors on peut se poser la question sur le niveau du mondial, certes. On voit qu'il y a derrière eux un Breen, un Rovanperä, qui sont, à mon avis, les gars qui vont se battre pour le titre cette année. Les deux là sont au-dessus, peut-être parce qu'ils sont justement ce qu'ils ont été et que c'est pas surprenant finalement, sans pour autant dire que le niveau des autres pilotes leur est inférieur, ça c'est sûr, mais après, est-ce que c'est réellement inquiétant? Je sais pas. On a juste deux légendes là qui se sont affrontées sur leur terrain de jeu de prédilection finalement. Ok, Adrien, t'es d'accord? Je suis désolé. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, bien sûr. Pour moi, ça gâche pas le championnat. Ça ne veut pas dire qu'il a une mauvaise valeur. Ogier, c'est pas vraiment un retraité. Je veux dire, comme dit François, il avait encore le cul dans l'auto il y a 2 mois, et puis il a participé à tout le développement de la Yaris, donc il a fait toutes les séances d'essai. Il n'est pas parti en vacances. Il dit tiens, je vais à Dubaï 3 mois, vous m'emmerdez, et je reviendrai que pour le Monte Carlo. Donc Ogier, on le considère comme un pilote tout à fait classique. Loeb, c'est quand même plus impressionnant, hein. C'est le Dakar, c'était quasiment 3 semaines. Il finit 2e, donc il en a quand même chié. C'est long, c'est éprouvant, c'est des journées de 700-800 bornes. Tu dors en plein milieu du désert, même s'il y a certainement un motorhome qui est confortable, ça doit quand même être éprouvant. 15 mois sans avoir conduit une WRC, c'est aussi impressionnant. 48 ans dans 15 jours. Une copilote qui découvre dans une WRC, je veux dire, hein, parce que les 2 séances d'essai qu'ils ont faites ensemble, ça veut rien dire. Ça aussi, oui. La Puma, il l'a Après, pas c'était un développé. peu excuse-moi, je te coupe. Isabelle Calmiche, à l'époque de Citroën, c'était un peu la remplaçante d'Elena. Si jamais il y avait un souci, elle était souvent là en test, je crois. Oui, mais les tests, une journée de test où tu roules sur 4 km aller-retour et que tu connais par cœur, ça n'a rien à voir avec un Monte-Carlo, ni encore une manche WRC, encore moins un Monte-Carlo. Et ça s'est vu d'ailleurs, il y a eu
plusieurs petites réflexions assez gentilles dans la voiture, donc ils n'étaient pas encore bien calés et bien au point. Et même elle fait un boulot fantastique à son âge de s'être adaptée à une voiture qui, comme dit Neville, est un dragster sur une route de campagne. C'est un truc phénoménal et pour elle, c'est une très très grosse performance aussi. Bon, c'est des copilotes, donc on en parlera moins, c'est comme ça. Mais donc voilà, il a fait qu'une seule journée de test avec la Puma avant, donc dans la phase de développement. Plus une petite demi-journée et ensuite il a fait une séance de mise au point en rentrant du Dakar juste avant de partir en reconnaissance. Donc tu as quelqu'un qui connaît pas la voiture, qui l'a pas développée, qui en a pas conduit de ce style-là depuis très longtemps, qui revient de 3 semaines de conduite dans le désert où t'as absolument aucun feeling comparable avec le Monte-Carlo. Et tu as une performance absolument exceptionnelle. Donc, Loeb est impressionnant. Oui. Ok. Olivier? Mais après, juste pour finir, après, ça gâche pas le niveau du championnat. Moi, je pense toujours que le Monte-Carlo, il a pas vraiment de point de comparaison pour le reste de la saison. C'est un rallye très particulier où il y en a beaucoup qui ont toujours du mal. Il y a la légende du Monte-Carlo, donc je pense que même psychologiquement, ça doit être difficile de se mettre dans le bain. Et un Rovan Pera, par exemple, qui fait une solide performance. Hein. Il est embêté par l'hybride le jeudi. J'y viendrai sinon, après. il fait un super beau rallye. Voilà. Et je pense que c'est des mecs, ils seront difficiles à battre le reste de la saison. Et je suis pas sûr que si Loeb va faire la Finlande ou l'Estonie, il soit pas à 1 minute. Voilà. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que les gars qui suivent derrière, épreuve d'ouverture avec un revêtement quand même typé asphalte, un grip qui peut être aléatoire. Il joue un championnat. Certains, quand tu disais Rovanperä par exemple, il est plus à l'aise, on le sait, sur tout ce qui va être rallye terre. Il va pas prendre 200% de risque. Donc forcément, les retrouver en plus, en dehors des difficultés mécaniques et techniques, les retrouver un peu plus loin, finalement, c'est pas non plus une grande surprise. Après, ouais, Loeb, voilà quoi. La voiture doit aussi être sacrément performante et elle doit être très très vite. Elle doit mettre en confiance. Peut-être trop pour certains, hein, parce que ça finit satellisé, mais elle doit vraiment elle doit vraiment mettre en confiance assez facilement. Elle doit être assez, alors je vais dire simple, c'est un peu excessif, pardon. Elle doit être assez simple à prendre en main quand tu as l'expérience qu'il a, quoi. Ok. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, bah pareil. J'allais démarrer sur le côté retraité. Bon, bah ça a été débattu déjà. Et je pense la même chose. Hein. Et Loeb, il a un truc, c'est une faculté d'adaptation. Ça, on le connaissait, on le savait déjà aussi. Mais il a quand même fait des compétitions avec 4 bagnoles différentes l'année dernière. Son gros scarabée électrique là, même si c'est spécial, il y a quand même des fois il y a quand même du baston dans le truc, il y a quand même du pilotage. Quand tu vois le Sainz comment il se démène dans son truc là, après bah, le Dakar c'est encore un autre style de véhicule. Bon bah la 306 on sait tout ce qu'il a fait avec. La Puma qui ressemble par certains côtés certainement plus à des WRC que Loeb connaissait avant. Que les derniers 2017 que les jeunes connaissent. Le maniement de la boîte de vitesse, il y a plus les palettes, il y a pas le diff central, on en a parlé, enfin piloté, c'est tout un poil plus lourde. Ça il a connu avec les 2 litres, avec la C4 qui était quand même une enclume à amener, hein, rappelez-vous, c'était quand même pas donné à n'importe qui de conduire ces autres. La Focus et la C4, c'était quand même des trucs. Il va vite, et puis il a le petit Didi William Sorin qui fait que, quoi. Voilà, je sais pas, là-dessus, j'ai pas d'explication, franchement. Ok. Donc il y a Xavier qui nous dit il suffit de regarder comment Greensmith en parle de la voiture pour voir comment elle met en confiance visiblement. On t'écoute, Adrien. Ouais, juste rajouter un truc sur la performance de Loeb, c'est qu'en plus d'avoir cette nouvelle voiture, nouvelle copilote, ça on va pas répéter, mais il avait aussi un nouvel ouvreur, puisque jamais Bonato avait ouvert pour lui. Et donc pour la confiance sur une épreuve comme le Monte-Carlo qui est hyper atypique, hyper complexe et tout,
c'est une très très grosse performance. Et aussi Bonato, ben faut souligner, je pense, sa performance qui est excellente, parce que si Loeb a pu attaquer comme ça, c'est qu'il devait vraiment être en confiance. Et d'ailleurs, j'ai entendu aux arrivées, c'est peut-être des choses, ceux qui ont suivi sur WRC+, ont peut-être pas entendu, parce qu'on a Kiri Blour qui adore parler, et plus que moi. Et donc on n'arrive pas à entendre ce que se disent les pilotes et les copilotes souvent après la spéciale. Et sur Canal+, ils se taisaient volontairement pour qu'on puisse entendre ce qu'ils disaient. Et plusieurs fois, Loeb a noté que les corrections étaient parfaites. Donc gros travail aussi de Bonato, qui avait une belle pression sur les épaules et qui a fait son travail comme il faut. Ouais. Ouais, et il a comme une expérience. Bonato a quand même une expérience du Monte Carlo. Ouais. Olivier? Oui, bien sûr. De parler aussi comme vous d'Isabelle Galmiche qui elle a quand même l'expérience du WRC avec son compagnon. Elle a quand même elle a roulé en 3. Alors bon, ça allait pas aussi vite qu'avec Loeb certainement, mais les contraintes de ce véhicule. Et effectivement, avoir fait pas mal d'essais avec lui, on voit qu'ils sont déjà complices. Et ça, c'est pas fait en 3-4 jours. Ils ont l'habitude lui, il a l'habitude de lui donner des infos sur le ressenti d'un truc pendant l'essai ou sur une phase de boulot qu'ils ont fait ensemble. Et je pense que ça se voit quand même parce que il lui parle pas comme il parle à une copilote qu'il a connue il y a 3-4 jours, quoi. C'est évident. Elle, pareil, le ressenti qu'elle a, quand tu vois la banane qu'elle avait à l'arrivée de certaines. D'abord, ils ont dû prendre un pied monstre, et puis t'as pas un sourire pareil en t'étant fait engueuler pendant 15 bornes si t'étais en retard sur une note, quoi. Apparemment, c'était assez placide comme ambiance, puis lui, avec son passé et l'expérience qu'il a, je pense qu'il est apte à aplanir aussi certaines choses, je pense. Donc Embry Michel nous dit peut-être simplement une question d'expérience en termes d'adaptabilité à une nouvelle voiture, au type de conduite. Donc ça, c'était pour Loeb. Modji nous dit j'ai trouvé aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de monde à cause de ce duel improbable. Ok. Donc si Grenoble revenait et mettait une poutre à tout le monde après, 15 ans après sa retraite, on pourrait en parler. Oui, ça serait plus gênant que. Donc ça, c'est pour la question de tout à l'heure. Sylvain Cook, donc toujours sur la même question, les jeunes ont quand même du souci à se faire car les autres sont à des années-lumière et après j'ai du mal à remonter. Et Vince nous dit que elle a vécu, donc Isabelle Galmiche, elle a vécu le meilleur week-end de sa vie, ça se voyait. Salut David. Ouais, un Belge, c'est en retard, c'est comme Neuville, il est pas très en avance, quoi. Je vais pas taquiner. Tiens, j'ai une bonne transition. Chez Hyundai, c'est la Bérésina complète. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, là? Ça fait peur. Oui, pardon? Je suis comme toi. Ouais, j'ai peur aussi, ouais. Ça fait peur. Tout ce qu'on lit, parce que on n'a aucune info vrai, hein. Avec tout ce qu'on lit, toutes les supputations diverses et variées, c'est vrai que un résultat catastrophique comme ça, c'est la dernière. Enfin, je l'ai marqué sur le forum hier, je crois. C'est la dernière chose qu'il fallait attendre. Il fallait au contraire qu'il y ait au moins un truc qui fasse parler du Hyundai, mais en positif, et un pilote qui se mette un peu en avant, comme faisait Neuville parfois. Là, il était en dedans. Bon, Tanak, on n'en parle même pas. Moi, il me déçoit beaucoup. C'est pas le gamin qui pouvait faire quoi que ce soit dès le début. Faut pas rêver. Et non, pour Hyundai, moi, c'est pas bien, mais c'est pas bien pour le championnat. Bon, je sais plus qui disait sur la glisse en Suède, ça devrait aller mieux. Oui, ça devrait aller mieux pour les pilotes certainement, mais il faut surtout que la voiture soit un peu plus solide, quoi. Ouais, j'allais dire pas forcément plus solide, mais un peu plus perfo, quoi. Parce que là, c'est pas forcément un déficit. Solide, j'englobe. Ouais, c'est plus un déficit de performance, moi, qui me pose question. Alors après, je sais de sources sûres de Hyundai que la voiture était celle qui était la plus lourde des trois à l'initiale et que du coup, la répartition du lest après, ils n'ont pas pu jouer avec comme ont pu jouer Toyota et Ford. Donc inévitablement, si tu as la voiture la plus lourde et qu'après en termes de répartition des masses tu peux pas jouer, forcément en perfo derrière tu vas perdre par rapport aux autres. Donc on peut espérer qu'à un moment ou un autre ils réagissent, mais
si j'ai tout bien compris et sans dévoiler vraiment de secret, en interne, c'est très compliqué à gérer. Il n'y a pas une organisation qui soit vraiment rationnelle et carrée, comme peut nous montrer régulièrement une équipe comme Toyota, qui a l'air beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus structurée, et un peu à l'organisation, faire dans le cliché, hein, à la japonaise. Ou même chez Ford, c'est pareil, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Là, ça a l'air de partir un petit peu à volo. Donc finalement, c'est représentatif de ce qui doit se passer chez Hyundai, tout simplement. Et il y a des moyens qui sont probablement pas utilisés de manière optimum, quoi. Après, on peut toujours critiquer Adamo, ce qu'il était, ce qu'il représentait, mais ça me donnait l'impression qu'il avait quand même un minimum structuré cette entreprise. Et là, depuis qu'en plus il a été gentiment poussé dehors, c'est encore pire, quoi. Ouais. Y a Xavier qui nous dit qu'il manque un Sordo pour ramener les points. Après, c'est clair que un Sordo, Dani, Carlo, il en a quand même fini pas mal dehors ces dernières années. Bonne question. Alors là, tu me poses une colle là, tu vois, j'ai pas souvenir de problèmes qu'il y a eu Sordo ces dernières années. Les gars, vous avez... Sordo, il est sorti pas bien loin de chez nous, dans les sources de la Gillarde, là, premier droit avant le pont. Et l'année d'après, il l'avait pas fait. Il n'avait pas été partant, donc 17, 17, 18. Donc 19, c'était Mikkelsen, ouais, du coup, qui avait pris la Hyundai, puis qui se met dehors aussi. Non, il a pas fait beaucoup de Monte-Carlo Sordo ces dernières années. Hein. Ok. Donc The Tractor nous dit par contre petit coup de gueule, mais on en parle des spectateurs irrespectueux et dégueulasses, le nom de poubelle, l'abandon sur le bord des spéciales, les papiers, etc. Oui, bah oui, c'est histoire de me donner une belle image du rallye. Vous avez plein de messages. Alors Xavier nous dit il méritait, alors je suppose que c'est Sordo, la saison entière meilleur second, troisième pilote d'écurie que tu peux avoir, ok. Après là, l'idée cette année, ça va être de former Solberg avant que là, c'est apparemment, si j'ai bien tout compris, c'est la dernière année de Sordo, c'est pas encore tout à fait officiel, mais c'est sa dernière année et l'idée c'est de former le petit Solberg au route du mondial, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les Hyundai, les gars? Moi, j'aimerais bien dire ce que j'en pense. Oh, pardon, je t'ai zappé, excuse-moi. J'aimerais bien qu'on parle de leur stratégie après en termes de pneumatiques, parce que c'est quand même assez hallucinant de 2 années de suite d'avoir Tanak qui abandonne pour les mêmes raisons, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, pour parler de Hyundai, quand il y a un nouveau règlement technique de la FIA, justement, il y a un cahier des charges, plus qu'un cahier des charges, moins qu'un cahier des charges, il y a un règlement technique, et chaque équipe en fait son interprétation. Et à partir de là, ils construisent une auto. Donc, chaque auto est différente, et s'ils n'ont pas pris les bonnes pistes, tu te retrouves avec une auto qui est pas facile à conduire, qui est pas efficace par rapport à une autre. C'est ce qui s'était passé pour la C3. J'ai peur que... c'est que le premier rallye, c'est un peu tôt, mais j'ai peur que c'est ce qui se passe aussi pour ce Hyundai. Ça m'a fait penser à la C3, moi, tout au long du week-end, avec le manque de fiabilité en plus, parce que il y a quand même l'amortisseur de Neuville, il passe à travers, j'ai regardé l'onboard, il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien vraiment qui justifie qu'un amortisseur passe à travers comme ça. Des problèmes de suspension qui cassent, ils en avaient déjà l'année dernière. Que ce soit Tanak, Neuville, voilà, il y avait des problèmes. Pour ce qui est de savoir s'ils vont rester en WRC, c'est difficile à dire. Je pense qu'ils ont un œil ailleurs. Ils avaient parlé de 10 ans, on arrive bientôt au bout. Ça veut pas dire qu'ils vont partir, mais je pense que s'ils font une année comme leur Monte-Carlo, ils seront pas là l'année prochaine, je pense. Voilà. Après, tout à l'heure, Olivier parlait de Tanak. Pour moi, Tanak, il a re-signé en milieu de saison dernière. Et je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur parce que, comme disait François, il y a tout qui part un peu à volo dans cette équipe. Adamo, c'est dommage, il est plus là. Et je pense qu'il savait un petit peu à l'avance qu'il partait et du coup c'était peut-être un peu moins bien géré. Et Tanak, pour moi, il est résigné. Ça s'est déjà vu l'année dernière en Espagne quand il sort
on nous dit que le châssis est touché et qu'il peut pas repartir en rallye 2. Pour moi, le châssis, il avait rien. La sortie, elle est minime. Je pense qu'il pouvait repartir. Après, je suppose ça. Même chose cette fois-ci où on te dit que il y a eu une surchauffe moteur qui peut pas repartir. Les pièces pour le moteur, ils ont tout ce qu'il faut. On voyait bien au volant de la voiture, déjà qu'il fait la gueule habituellement, mais là c'était flagrant. Mais on dirait vraiment en plus de ça, on dirait qu'il s'emmerde. On dirait qu'il s'emmerde et qu'il attend que ça passe. Donc, est-ce que à la fin il veut arrêter carrément parce que il en a déjà parlé, ou est-ce qu'il veut rebondir ailleurs? C'est une possibilité, mais je pense qu'il est pas bien et que personne n'est bien. Hein. Neuville, on dit, moi j'ai pu lire à droite à gauche que Neuville, il sort, il est pas fiable. Peut-être, mais est-ce qu'il n'est pas obligé aussi de surconduire en permanence ce Hyundai pour faire les chronos qu'il fait, et ça l'amène là, parce que si on regarde quand même, Loeb était au volant de la Hyundai il y a 2 ans. Il arrivait à rien avec la voiture. Là, il a 2 ans de plus, il prend la Puma, il claque à Monte-Carlo. Ouais. Donc, cette Hyundai, à l'époque des Polos, c'était une bulle, elle valait rien. Quand on est passé sur la nouvelle génération, c'était mieux, mais on est peut-être en train de se rendre compte, tu vois, même Mikkelsen avait du mal avec, on est peut-être en train de se rendre compte que finalement c'est pas ça, parce que Tanak, qui est au volant de la Toyota et de la Fiesta, il survolait un peu, comme Ogier, il passe sur la Hyundai, il en fait rien. Voilà, ça, peut-être que Hyundai, ils auront jamais réussi à vraiment faire une bonne auto, et que cette année c'est la pire de toutes, et que ça va pas être. Après en 2018, le titre il doit pas lui échapper à Neuville. Et il est régulièrement devant. 2017 aussi, ouais. 17 non, parce qu'Ogier est un peu meilleur, mais 2018, en Allemagne, il fait la connerie monumentale où il rate le podium. Il doit jamais le perdre, celui de 2018. C'est lui qui l'a perdu comme un grand. Après, la bagnole, elle était peut-être pas solide déjà. C'est plus ça qui pose question. Et sur le développement, après, c'est quand même lui qui est un peu le pilier chez Hyundai et Neuville. Donc, s'il n'arrive pas à développer une bagnole, c'est peut-être ce côté-là aussi qui est un choix stratégique de pilote derrière. Si l'équipe attend juste que le mec il monte dans la bagnole et qu'il fasse un peu une lobe, ça peut peut-être pas forcément très bien marcher. Il faut vraiment quelqu'un qui a ou alors peut-être juste l'équipe technique. Je sais pas là à ce moment-là qui peut être plus responsable, mais l'échange entre le côté technique et le pilote, il y a un moment où si ça se passe pas bien, on arrive à faire des bus comme tu dis. On va le voir assez rapidement, parce que même si la voiture elle était déjà construite et ça va être difficile, tu peux pas repartir d'une feuille blanche, mais on va quand même voir si Loriot arrive à faire quelque chose, parce que la Fiesta qui gagne aujourd'hui, c'est pas la Fiesta d'M-Sport, c'est la Fiesta de Loriot, même si elle est partie, elle était déjà la Puma, pardon. Je veux dire, elle était déjà faite, la voiture, c'est lui qui l'a faite. Donc après il arrive avec un carton plein de bonnes idées, mais est-ce qu'il pourra les adapter sur une voiture qui est déjà construite? Ça, ce sera la question. Mais si Loriot n'y arrive pas, et si l'auto marche pas, c'est que c'est pas la peine. Christian Loriot, moi, il me semblait avoir entendu que les derniers temps, il était plus sur le département rallye qu'il était sur la Bentley ou sur il était revenu sur le développement de la Fiesta. Non, ça avait changé. Il était effectivement sur la Bentley. Après, il était passé directeur général de l'ensemble d'M-Sport. Et vu qu'ils en chiaient quand même des ronds de chapeau avec la Fiesta, ils avaient abandonné le développement de la Fiesta et il avait fait revenir sur le programme WRC en lui disant vas-y boss, voilà. Ok. Alors je remonte un peu les messages. Il y a The Tractor qui nous parle d'Oliver Solberg. Est-ce que c'est un nom NOM ou un réel talent? Allez, le fils 2, de quoi? On pourrait discuter longtemps sur les fils 2. J'ai pas entendu la question. Est-ce que Solberg c'est un nom? Est-ce qu'il est là juste pour son nom ou parce qu'il a un réel talent? Solberg, il faut pas juger de sa prestation. Ce serait malhonnête. Parce que il a pas eu d'audio, il a pas eu de casque, de communication potable avec son copilote pendant 2 jours et demi, 3 jours, si on compte la journée de jeudi. Donc, trois étapes. Il n'a pas eu de communication audio avec son copilote et il a été intoxiqué avec des fumées tout le rallye. Et d'ailleurs, il avait dit si ça recommence dimanche, j'arrête. Et dimanche, ça aussi c'est pas normal de la part de Hyundai de pas régler le problème.
Et donc, moi, pour avoir vécu une expérience en 2009 sur un IRC, je faisais l'assistance donc pour une voiture et on part de Valence jusqu'à Monaco avec un fourgon où à l'arrière il y a les bidons d'essence complète. On avait fait à peu près 80 km que le chauffeur du camion et moi, on a été tous les deux pris de vertige et de maux de tête avec la vision qui était trouble. Et on s'est rendu compte, en fait, tout simplement que c'était les vapeurs, pourtant qui étaient à l'arrière, et c'était fermé, hein, c'était une benne fermée, je veux dire. Hein. Il n'y avait aucun passage, mais suffisamment mal isolé pour que des vapeurs parviennent jusqu'à l'habitacle. Et du coup, on est allé prendre l'air jusqu'à ce que ça aille mieux, et on a roulé les vitres ouvertes sous une pluie battante jusqu'à Monaco. Donc, franchement, j'imagine ce qu'il a dû vivre. Ça n'a pas dû être évident et on peut pas juger de sa performance sur ce rallye. On verra. Je lui laisse encore une chance pour le reste à venir. Ok. Ensuite, David nous dit que la seule Hyundai qui a bien fonctionné, c'est la Rallye 2 du petit Munster, qui termine 3e, si je dis pas de bêtises. Xavier nous dit que ça sent pas bon pour l'avenir de Hyundai. Ça, c'est clair que ils vont pas durer des années comme ça. Quel avenir pour le WRC si Hyundai se retire? Donc ça, c'est The Tractor qui nous dit ça. On peut pas savoir. Ouais, comme pendant Citroën et Ford, pendant les années Grenoble, Hirvonen et Loeb, hein, il y aura peut-être pas cette concurrence par rapport à maintenant, mais ils se relèveront de toute façon. Oui, je pense pareil. Et puis peut-être que il y en a un autre qui va arriver parce qu'ils s'aperçoivent que la pub d'hybride est peut-être pas trop mal parce que même voilà, comme je crois que c'est Olivier qui le disait tout à l'heure, c'est qu'une façade, hein, c'est qu'un prétexte et peut-être que c'est juste au niveau de l'image, si ça leur plaît, aussi bien t'as une marque qui va démarquer. Donc moi je me fais pas de soucis pour le WRC, c'est pas parce que Hyundai va partir que le WRC du jour au lendemain il va dire tout est fini quoi. Vince nous dit que Neville, vu ses aveux à Canal au point stop, effectivement, il est vraiment pas dans son assiette et c'est vraiment regrettable pour le championnat. Alors, c'est vrai qu'il faisait peine à voir au dernier point stop. Hein. Il avait l'air vraiment d'avoir tout donné et il voit qu'il prend une valise, il est dégoûté quoi. Romain nous dit qu'il a recarrossé la Accent. Olivier, je t'ai coupé. On parlait de Hyundai précédemment. C'est vrai qu'il faut se mettre Adamo, s'il était encore là, il lui aurait mis en ronflon à Neuville parce que parler de dragster dangereux, d'avoir eu peur comme ça, ça valorise pas la marque. Bon, il est quand même employé, qu'on le veuille ou non, et c'est un moyen, quoi. Oui. Ouais, mais là, et quand il a dit ça, il parlait pas de la Hyundai, hein, il parlait du nouveau règlement, de la réglementation, de la FIA. Comme Ogier qui a fracassé la FIA quand même, hein, ce week-end. Enfin, ce week-end, oui. Sur Canal+, il en a remis une louche et il a fracassé la FIA et le règlement. Après, Adamo avait pas sa langue dans sa poche non plus. Je crois que ce règlement, il plaisait à personne, hein. Bah, c'est surtout qu'en fait, c'est pas forcément qu'il plaisait à personne, c'est qu'il a été tellement long à sortir que en novembre, c'était quand même pas encore complètement défini. Donc novembre pour un Monte-Carlo fin janvier, ça fait un peu léger si t'es parti justement dans une mauvaise direction comme a pu le faire Hyundai pour faire du rétro-pédalage. Donc bien sûr. Voilà, les boss de team étaient vraiment pas du tout satisfaits de voir que la FIA n'arrivait pas Après, ils avaient chacun leurs petites exigences, mais comment veux-tu pondre une bagnole en 2 mois et demi quand t'es barré sur un mauvais chemin? C'est juste pas possible, quoi. Donc là, la FIA a pas été claire et à la limite, il aurait été peut-être plus judicieux de garder les 2017 encore une saison et de valider pour 2023 le nouveau règlement, quoi. Mais ça, après, c'est pas politiquement correct, peut-être. Alors là, j'ai trop de messages. Là, je vais essayer de zapper ça. Donc, on s'est parlé de la sortie de Tanak. Fourmeau, on va y venir après. Tac. On a Benjamin Boulou qui nous regarde. Bonjour Benjamin, bienvenue.
Et bravo pour le rallye. Bonsoir, bravo. Carrément. Belle performance. Seb nous dit, je vois quand même mal Hyundai se barrer alors qu'ils viennent de développer une nouvelle auto. Bon, après, on en a vu d'autres. Hein, J'allais dire, on peut toujours dire que Volkswagen avait commencé à développer la 2017 aussi. Hein, donc, bon. Ouais, c'est ça. Bon, on va peut-être avancer. Une question suivante, on va parler un peu de Fourmeau, qui a satellisé la Fiesta. Là, c'est très très impressionnant. Là, voilà, je m'y mets aussi. On l'a tous dit en même temps. Hein. C'est parce que je m'inspire d'Adrien. Tu es trop inspirant, Adrien. Est-ce qu'il va réussir à rebondir sans faire de mauvais jeu de mots? Olivier? Ben, il a pas réussi, hein. Tu as vu, ça se passe comme ça, hein. Moi, je pense que il est bien conseillé, ce garçon, il est intelligent. Je pense que il va y avoir un déclic, soit il va accepter de entre guillemets pour lui de se traîner 2 ou 3 rallyes pour calmer le jeu, se refaire un moral et faire du résultat. Parce que les partiels le disent, il était très vite quand il est sorti. Peut-être il allait un poil trop vite, quoi. Il fait de très belles choses, ce garçon, et il est méritant. Mais si tu restes sur les résultats bruts, c'est vrai que les 4 derniers rallyes, il casse. Ypres, bon, ben, on l'a tous vu. Il allait vite, mais bon, c'est pas passé. En Espagne, il rallye 2, il a cassé un morceau. Monza, il sort bêtement. Et puis là, par contre, la dernière qui est quand même assez sérieuse, ils ont eu de la chance. Hein, c'est dommage parce qu'il fait des jolies choses, mais il faudrait peut-être le canaliser un petit poil, je sais pas. Parce qu'il est méritant, c'est clair, il est méritant. Enfin, moi, je trouve, mais ouais, il faut le canaliser un petit peu. Mais il y a certainement quelqu'un qui va lui trouver les mots pour lui faire. Il y en a d'autres qui sont passés par là de toute façon. Donc, je ne crois pas que ça passe comme Camilli, par exemple. Mais est-ce que des mots, il en a pas déjà trop reçu? Parce que avant de devenir pro, t'as le VAR, t'as le Roma Capital, t'as les essais en Estonie, t'as les 4 WRC de l'année dernière. Tu as celui de cette année. Alors d'accord, ça montre des belles choses, ça arrive à faire un scratch de temps en temps, mais ça, à la rigueur, tout le monde peut le faire. Je suis sûr que moi-même, je peux arriver à le faire sur une spéciale, de faire un truc, un coup d'éclat. Je veux dire, il y en a plein qui peuvent le faire, qui peuvent faire une super spéciale, mais si c'est pour se plier des caisses à tour de bras, il y a eu des Duval et il y a eu des Novikov comme ça. Il y a des exemples, il y en a plein. Il y a eu Lefebvre qui a fait exactement ça encore cette fois-ci. Donc voilà, le déclic, c'est déjà un peu tard. On le voit dans les déclarations de Milner. Milner était vraiment très déçu, hein. Très déçu, parce que ils ont bien expliqué que c'est lui qui avait fait le développement, qu'ils avaient misé gros sur lui. Donc je pense qu'il a été coaché aussi toute l'année, parce que M-Sport à ce niveau-là, ils sont très cocooning et ils s'occupent vraiment très bien de leurs pilotes. Donc les mots, je pense qu'il les a eus. Le déclic, à lui de l'avoir, mais moi, je suis pas bien confiant pour son avenir. J'ai un peu peur que ce soit en fait, je pense que c'est la sortie avant la prochaine. Et la prochaine qui serait un petit peu plus et sortie la prochaine, par la porte. Ouais, c'est ce que tu voilà, penses. Ouais. Parce que tu vois, Ingracia l'a dit lui-même, et je pense que Julien, il lui veut que du bien à Adrien. Il a dit que d'une manière générale, dans tous les teams, les pilotes avaient le droit à un joker de ce style-là dans l'année. Donc je pense que c'est un joker. Ce qu'il entend par là, c'est une caisse détruite à 1 million et des poussières pour le coup, puisqu'on arrive à ces prix-là maintenant. Et je parle pas de petites sorties, voilà. Donc ils ont le droit à un joker. Et là, il a déjà grillé. Avec un team manager qui attend même pas le retour de son pilote à Monaco pour pouvoir discuter avec lui, avant de l'enfoncer un petit peu déjà au micro de WRC+, et de journalistes. Ça lui fout une grosse pression. Et là maintenant, ce qu'on attend de lui, parce qu'on lui a donné une voiture sur une saison complète, c'est justement de faire des coups d'éclat et de montrer qu'il est la relève, mais en même temps de plus casser d'auto.
Pour moi, ça va être compliqué. Mm. Il y a des chances, François, que ça s'arrête même avant la fin de la saison pour lui. François? On verra à ce moment-là. Je te demanderai les numéros du loto si ça finit comme ça. Ce que je vois surtout, c'est qu'effectivement, Milner, il lui en avait déjà mis une bonne plâtrée après la sortie du Roma Capital avec la R5 qui était toute jeune et qu'il était censé mettre en avant justement. Donc, il avait montré après qu'il avait réussi à se canaliser un petit peu plus et il y avait eu des choses qui étaient très très sympas. Là où je voudrais aussi nuancer, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce jeune-là, ça fait quand même pas si longtemps que ça, donc en termes d'expérience, c'est un peu réduit. Alors effectivement, ce serait très certainement à lui, à un moment ou à un autre, d'avoir ce recul et cette ce besoin de lever peut-être un tout petit peu le pied de l'accélérateur. Et en même temps, est-ce que dans ces engins-là qui sont tellement grisants et où on sent qu'on peut aller super vite, est-ce que à sa place, on ferait pas de la même manière, quoi, avec un moment ou un autre, il arrivera à force d'avoir cherché et trouvé la limite, est-ce qu'il n'arrivera pas justement à faire un moment ce que fait un Loeb ou ce que fait un Ogier, à avoir cette chance de champion à un moment ou à un autre? Là, pareil, on peut se poser la question. Maintenant, effectivement, Ford, c'est pareil. Enfin, M-Sport, c'est pas forcément une équipe avec un budget ultra conséquent. Ce sera peut-être plus sous cet aspect-là que ce pourrait s'interrompre rapidement. Ouais, mais j'ai un peu peur quand même, comme toi. Si on se souvient des Neuville, des Tanak, ils ont tous plié des caisses et au final, ils sont devant aujourd'hui, quoi. Macron nous dit un déclic ou des claques. Ça m'a bien fait rire. Non, mais il mérite. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'il arrive à se canaliser et à marcher et à montrer qu'il peut rester là. Même Ogier, à l'époque. J'ai peur pour lui aussi. Oui, non, mais ils ont tous eu des périodes en ayant des sorties un peu. Même c'était avant. Aurel nous dit qu'en 6 mois, il nous a offert les 2 plus gros crashs de ces derniers temps. Je trouve pas cette tard, nous dit Xavier. Personnellement, première saison entière aussi, sur ses premières saisons, pulvériser des caisses. J'ai souvenir de Neuville qui pulvérise une voiture à 600 mètres du départ. J'ai surtout l'impression que tout le monde parle de lui comme un pilote qui a 5-6 ans d'expérience, alors qu'il vient d'arriver. Ok. Et Suninen a fini par lasser, nous dit Mako aussi. Et ce tracteur nous dit ça serait vraiment pas club que ça finisse comme ça, parce que je regrette, il mérite bien plus que d'autres qui pilotent depuis qu'ils sont nés. Ensuite, au niveau des autres pilotes, ce qui est délicat pour lui. Ah, vas-y, François. Vas-y. Ouais, j'allais dire, c'est peut-être justement le diamant brut qu'il faut tailler et qu'il faut prendre un petit peu le temps de le tailler. Maintenant, effectivement, à un moment ou à un autre, trop de sorties comme ça, ce sera pas possible, quoi. C'est un petit peu ce que j'allais dire. Ouais, mais ou trop taillé. Mais ce qui est délicat, c'est que aujourd'hui, un pilote jeune qui arrive sur le marché, on lui laisse pas de temps pour être au niveau, s'en sortir. Alors en plus, t'as des mecs comme Rovan Pera qui arrivent à 17 ans, 18 ans et qui amplifient l'histoire parce que eux, ils arrivent et ils sont plutôt sur la route. Et puis ils ont du budget derrière eux, contrairement à Fourmeau. Et quand tu prends des jeunes que tu mets dans la voiture, alors soit des jeunes de barrage ou des jeunes par expérience que tu mets dans une voiture WRC, tu attends de suite que ça marche et que ça gagne. Et s'ils n'ont pas de gros budget derrière eux, ça dure pas longtemps. Il y a eu Le Sèvre, il y a eu Camille, et pour le moment, il en prend le chemin. Voilà. Okay. Chez les autres pilotes sport, donc on a Breen et Greensmith qui ont performé, qui n'étaient pas au niveau de l'UB, mais qui ont bien performé. Vous en pensez quoi de tout ça, Olivier? Écoute, moi du bien, hein. Du bien. Donc, Greensmith, il a surpris son monde. Moi, je trouve que c'est bien. Ça fait un petit peu une petite variété en plus. Ça fait d'abord un gars qu'on n'attend pas, parce que il a des sous, donc il a été décrié pour ça, pilote payant. Tout, c'est vrai qu'il a fait 2-3 coquilles, mais moi, je trouve que c'est sympa ce qu'il a fait. Et puis, Breen, il a besoin d'être en confiance, d'avoir quelqu'un derrière lui. Il a fait des belles places avec la Hyundai l'année dernière.
il arrive à être finisseur maintenant, il arrive à être fiable. Là, il s'est pas laissé enflammer, hein, si vous regardez bien. Il y a quand même eu des pièges. Il a vu les chronos de Loeb, il aurait pu essayer de se montrer un petit peu, essayer de lui partir au cul, il l'a pas fait. Hein. Il a assuré sa place devant, enfin à mon avis, hein, devant il y en a d'autres qui ont fait des âneries. Bah lui, il fait podium. Ouais, Parce que de toute façon, les extraterrestres devant, c'était même pas la peine d'essayer de leur courir après. ouais, Breen, ce que je vois pour cette saison, ça pourrait être. Alors, c'est quelqu'un qui est très fiable, j'ai l'impression. Hein. Il y a très rarement de grosses sorties. Où, bon, il y en a quelques-unes qui ont marqué, dont on se rappelle tous. Hein. Mais c'est un mec qui est capable d'aller vite sur tous les terrains, que ce soit sur l'asphalte, que ce soit sur les spéciales d'Estonie, de Finlande, qui sont ultra rapides sur terre. Il est bon partout. Alors bon, il peut viser un podium partout. Et je me faisais cette réflexion cet après-midi. Il serait en capacité de nous faire une saison à la Richard Burns, c'est-à-dire de ne pas gagner un seul rallye et d'être titré par la régularité de ce qu'il pourrait faire en prenant un petit point par-ci par-là aussi en power stage. Ça pourrait être une possibilité parce que le mec, il est vraiment fiable. Il est maintenant rapide en plus, hein, parce que finir sur le podium, alors même si c'est un petit peu loin en termes de temps, il est le premier des autres. Après, en termes de points, Rovanperä passe devant par la power stage, mais il est le premier des autres. C'est pas négligeable, quoi. Ouais. Adrien? Ben, c'est ce que je t'avais dit lors du live jeudi soir. Breen, c'est un mec qui peut être titré sur la régularité. C'est exactement ce que je t'ai dit. Aussi bien, il peut être champion sans gagner un rallye. Je t'avais pris l'exemple d'Ingram en ERC. Sur Monte-Carlo, ben, sa performance, elle est bien, on peut pas dire le contraire. Elle est sans éclat non plus. Il finit 3e, mais parce qu'il y a aussi eu des abandons devant, mais ça, c'est le jeu du Monte-Carlo. Après, ben, il va falloir que le reste de la saison, il pousse quand même fort, mais je crois qu'il a montré qu'il savait le faire maintenant, comme dit François. Et quant à Greensmith, ben, forcément, on peut pas dire que c'est pas bien, hein. Premier scratch, heureux comme un gamin, c'était magnifique à voir, sa réaction, c'était super sympa. Ça confirme aussi, ben, ce qu'a dit Olivier, hein, qui progresse et il est fiable maintenant. Alors, il sera certainement pas titré cette année, peut-être pas l'année prochaine non plus, peut-être jamais, mais ça peut être un sort d'eau, un pilote qui va s'imposer pour des années et être le bon porteur d'eau, le bon numéro 2 pour un team parce qu'il rapportera de gros points à chaque rallye. Tu vois, Gus, il fait son scratch vraisemblablement parce que c'est la spéciale où Loeb était en panne de boost. Mais je l'ai pas dit exprès parce que il était tellement heureux. C'est cette image dans sa voiture. C'est tellement excellent. Ouais, il faut lui garder. Sur Gus, je vous rejoins complètement. C'est le mec, à la limite, bon, il débarque là par le fric de papa, on le sait tous. N'empêche que c'est un mec qui est en train de gagner en régularité et qui a une pointe de vitesse qui est pas dégueulasse, quoi. Si j'avais la même, franchement, je serais super content, quoi. Donc vraiment, il y a quelque chose. Il emmène la WRC 2017, il l'a bien emmené. Après, on peut se demander à quel niveau elle était par rapport aux autres. Là, sur l'hybride, qui est la première saison, premier rallye, bon, il est loin d'être ridicule. Après, ce sera probablement, là je m'aventure un petit peu plus loin qu'Adrien, et ce sera probablement jamais un champion du monde, mais il a effectivement le potentiel pour en gagner une ou deux sur un malentendu, un moment ou un autre, quoi. Ok. David nous parle de Ypres, s'il sera au calendrier ou pas. Lionel Hansen, donc c'est un Belge qui en discutait ce week-end. Il n'y a que certains événements qui feraient que, à ma connaissance, Ypres ne roulera pas en mondial ni en championnat d'Europe comme ça a été discuté. Ce sera le championnat belge. L'Irlande était prévue, mais finalement, ça sera pas le cas. Je sais pas si vous avez des idées sur, des infos sur la Manche qui serait au mois d'août. Aucune, non. 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 Parce que ça doit toujours être annoncé, mais il y avait des rumeurs sur le Canada, mais j'ai pas vu que l'Irlande a renoncé. Bah, pour l'instant, je sais pas s'il y aura je pense qu'il y aura que 12 manches. Les seuls qui sont capables de faire une épreuve WRC au pied levé, pour moi, c'est les Italiens. Alors pourquoi peut-être le Roma Capital. Parce que le patron de la fédération italienne le souhaite réellement que le Roma Capital intègre le WRC, et peut-être qu'il a déjà sauté dessus et que c'est en discussion. Puisque c'est à peu près à cette époque-là aussi.
Ouais, j'allais te Ouais, dire après, François. pourquoi pas un rallye au Moyen-Orient, vu l'orientation de la FIA avec Mohamed bin Sulayem, Mhm. ça pourrait aussi être une piste de réflexion. Maintenant, organiser un Ouais, mondial mais comme ça en 6 mois, ça demande Ouais, tellement c'est un peu d'énergie et de possible, ouais. temps que ça me paraît compliqué. voilà, c'est ça. Ça paraît très compliqué en 6 mois. Mm, mm, Ouais. On nous parle de Monza, mais là, ce serait pour le mois d'août, et le Monza, c'est traditionnellement en fin d'année, donc dit moi Jeans et Hofmaninen. Chez Toyota, on a Evans qui était le seul à pouvoir suivre Loeb et Ogier. Après, il est sorti, il a eu un coup de bol. Enfin, j'ai pas trop compris au niveau de la réglementation. J'ai pas regardé cette spéciale-là. Est-ce que vous pensez que ça peut faire de belles choses cette année? Ah bah clairement, vu ce qu'il a montré C'est- avant sa sortie, qui est une sortie vraiment un petit peu comme Fourmeau finalement, il va taper un petit peu la corde dans un droite et puis ça l'envoie sur l'extérieur. Vu les temps qui sortaient, très clairement, il était dans les temps de Loeb et Ogier. Très clairement, pour moi, c'est le favori. Il a grillé un petit peu son joker là aussi. Il est allé chercher quelques petits points dans la Power Stage. Hein, et il y a vraiment, il était parti sur le même rythme que la fin de saison de l'année dernière. Et c'est aujourd'hui le favori très clairement parce qu'en plus Toyota a des moyens que Ford n'a pas, enfin qu'M Sport n'a pas. Et je pense que la Yaris évoluera assez rapidement et que ce sera le premier à en bénéficier. Donc, à mon avis, cette petite sortie, elle va être lourde de conséquences parce que derrière, il va avoir un peu de retard par rapport au Rovanpera qui peut se permettre peut-être de gérer un peu plus dans certains coins. Mais sur l'ensemble de la saison, ouais, franchement, là, il va être au-dessus du lot, je pense. Ok. Olivier? Ouais, pareil, moi, je pense qu'il est il est sur son élan de l'année dernière. Puis il est soutenu chez Toyota. Il a fait deux années bien. Il a progressé. Je pense que Latvala, sachant qu'il a plus Ogier l'année et que qu'Ale Rovanpera, il peut pas faire tout. Il peut pas être bon partout dans l'année encore. Je pense que Evans, il est très soutenu chez Toyota. Et je pense qu'il va, enfin, sauf si il y avait un gros changement de programme pour Ogier, mais je pense qu'Evans, il va prendre la tête du team Ouais, par complètement. ses performances, tout simplement. Enfin, je pense, hein. Mm. Moi, j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai remarqué quand même. Alors, je suis pas dans sa tête, hein, mais on est là pour supputer. J'ai l'impression que quand il a un peu de pression, il a du mal. Il a montré 2 années de suite à Totalement. Monza. Mm. Il a montré une fois quand il avait la DMAC au Mexique. Si je me trompe pas, c'était le Mexique. C'était pas l'Argentine? Là, ou Argentine, l'Argentine, et c'est Neuville qui gagne derrière. Ouais, 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 c'est voilà, ça pour c'est ça. quelques dixièmes. Dans la Power Stage. Ouais. Là, je pense qu'il se met la pression parce qu'il voit qu'il peut revenir et qu'il peut jouer la gagne. Alors c'est ce qui me déçoit. Je sais qu'il est devenu extrêmement fort, que c'est maintenant un top driver et qu'il peut jouer le titre, mais est-ce que c'est pas le mental qui va pêcher? Est-ce qu'il va pas se mettre des fois la pression et être un peu plus faible là-dessus? Voilà, c'est tout. C'est le seul truc. Moi, je pense qu'il aura un très 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 gros client, c'est Rovanpera. Je pense que cette année, Rovanpera, puisque tu parles des pilotes Toyota, et je pense que tu vas y venir, donc autant passer directement à lui. C'est bien, je m'étais. C'est la perf. Non, mais c'est la perf en dehors des autres. En dehors des autres, c'est la perf du week-end. Parce que bon, son départ du jeudi, il perd du temps parce que la voiture, elle a des problèmes, tout ça. Mais à partir de là, il arrive à enquiller des temps. Et puis alors, la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, il est impérial. Il est impérial. Il y a Ogier qui arrive à venir le chatouiller dans la Power Stage, mais bon, ça compte pas parce qu'il prend ses 10 secondes de pénalité. Mais Ogier, il était parti, t'as bien vu, il colle 9 secondes à l'heure, il était parti pour vraiment faire la spéciale de sa vie. Et donc, je pense que Rovanpera, ça va être un gros client. Ok. Tu es d'accord, Olivier? Oui, par certains côtés, il a raison, Adrien. Mais sur l'année, je le vois pas encore cette année complètement. Evans, effectivement, il est un peu fiable à la pression, mais je pense qu'il s'est mis la pression lui à cause des deux vedettes là.
Euh, à mon avis, il a fait une erreur d'essayer d'essayer de les suivre. Il aurait fait ses chronos à lui sans tenir trop compte de Loeb et pied. Je suis sûr qu'il se sort pas sûr. Je pense qu'il se sort pas. Après, c'est lui qui s'est mis cette pression à cause pas à cause de leur présence. Je pense, on verra en Suède. Ça va être vite vu, hein, c'est 3 semaines. Là, il y aura pas les extraterrestres, ils vont se débrouiller entre jeunes et ouais, on verra. Ouais. David nous dit qu'il n'a pas compris le règlement. Un pilote qui est déclaré abandon, drapeau rouge, il repart ensuite. J'avais jamais vu ça, donc David nous dit qu'il avait jamais vu ça également. Et c'était pareil pour Solberg qui était décasqué. Normalement, quand on retire son casque, c'est un abandon. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Parce que pareil, j'ai pas trop compris sur le moment. C'est bizarre. Hein. Non. Moi, pour moi, c'était fini, quoi. Ouais, ouais. Non, vous n'avez pas rien à rajouter. Après, je pense que ça devait quand même rester légal, parce que même si c'est pas Toto Wolff et Christian Horner qui sont à la tête de Hyundai et de Ford, il y aurait certainement une réclamation à quelque part. Par contre, j'en profite juste pour dire que la spéciale a été neutralisée une dizaine de minutes, qu'on a sorti Evans, qu'il a pu repartir puisque sa voiture n'avait rien, et que la CM a gentiment annulé la spéciale pour tous les braves amateurs qui étaient derrière. Ouais, c'est beau, malheureusement. Voilà. Hoffmanina nous dit qu'il faut qu'il soit devant Evans, sinon il va passer son numéro. Je pense qu'il veut dire sa chance. À son numéro 2, ok. Donc Hoffmanina dit qu'il est d'accord avec toi, Rick. Donc tu es convaincant, Adrien. David nous dit, même dans le classement, ils étaient affichés en Super Rally. Ouais, j'ai aperçu ça aussi. Ensuite, donc, comment dire, Rovan Perron en a parlé. Je retrouve mes questions. Donc, au vu du Monte Carlo, quelle est la voiture la plus performante? On est d'accord pour dire que c'est la Toyota? Oui, puis elle le sera encore plus, même si aujourd'hui la Puma est pas bien loin en termes de perfo pur. Très clairement, la Puma sera vite dépassée parce que Toyota a des moyens que colossaux, très clairement, quoi. Après, bon, on se pose même pas la question de la Hyundai, hein, voilà. Ok, Olivier. Voilà. Pas mieux, hein. Pas mieux. C'est même Takamoto, il a fait des chronos, pour ce qu'il fait d'habitude au Monte Carlo. Il a fait des chronos qui montrent que la voiture elle est là. Il y a des fois des partiels, il était bien. Hein. Après, il y a des moments ça devient un peu plus compliqué pour lui. Donc, il prenait du retard et tout, mais on voit que la voiture, effectivement, elle est déjà quand même assez aboutie, quoi. Alors, tiens, parlant des autos, est-ce qu'ils ont les jetons d'évolution par saison comme avant? J'ai pas vu. Si j'ai bien lu, ouais, il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est comme ça. Oui, c'est pareil. Oui. Il y a juste là, par contre, tout est figé pendant 3 épreuves. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, moi, je pense que, comme toutes les Ford, la Pusta, elle est... la Puma. Elle est plutôt obèse. C'est ce que disait François tout à l'heure, entre guillemets, facile à conduire. Comme toutes les Ford, c'est la réputation qu'elles ont. Siama le disait tout à l'heure en parlant de la R5. C'est des voitures, on se met derrière et puis on roule avec comme un vélo. Et peut-être que les autres sont un peu plus pointus, mais en tout cas, la Toyota, elle a montré qu'elle était franchement là, qu'elle pouvait rivaliser. Et ce qu'a dit très justement François, c'est qu'ils vont avoir le budget conséquent pour la faire évoluer très très vite, et peut-être un peu plus vite que Ford. Même si Ford est revenu à temps complet, en mettant leur nom sur la voiture, voilà. Quelle est réellement la part d'investissement qu'ils ont par rapport à Toyota, je sais pas. Ok. On
va passer aux autres catégories. Donc en WRC2, c'est une nouvelle victoire d'Andreas Mikkelsen. On a eu des Français qui l'ont suivi, mais pas assez longtemps, quoi. Ça a été trois crashs à chaque fois. Quelle est votre réaction sur cette victoire de Mikkelsen, Olivier? Andrea, il est fiable, hein. Il est ultra expérimenté. À part Camilly, c'est le seul, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe. Maintenant, il y a Lefebvre aussi. J'allais dire, c'est le seul qui a vraiment roulé longtemps en WRC, mais c'est vrai qu'Eric, il a roulé en WRC, et puis Lefebvre aussi. Ouais, qu'une seule saison, ouais. Mais, ouais, moins longtemps. Ouais. Mais ouais, quand il y a un résultat à faire, cette année-là, il y avait pas Osberg, donc c'est le mec à battre dans la catégorie, lui, hein, et même s'il est un petit peu en dedans de temps en temps, tu vois, les autres font des âneries, et puis s'il en reste qu'un, hein. Ouais, finalement ce résultat-là, c'est pas vraiment une surprise parce que, comme tu disais fort justement, son expérience, sa pointe de vitesse, même si en WRC, il me donnait l'impression d'être un petit peu dépassé, il a quand même eu des résultats qui n'étaient pas dégueulasses. C'est une excellente valeur étalon et il est juste à la place où on peut attendre qu'il soit. Après, le début de course d'Eric Camilly était hyper encourageant. Et lui, par contre, il a aussi un stock de chats noirs qui est assez conséquent. Il faudrait peut-être voir avec un partenariat avec la SPA, parce que là, il y a quand même quelque chose, quoi, hein. Il est chez lui, il est devant, et il a vraiment la schkoumoun, quoi, hein. Lefebvre, après, il est pas très très loin. Il prend une pénalité, il part énervé. Alors, pénalité toujours discutable, hein, mais qui a été retirée après, si je ne m'abuse, hein, donc pour les autres qui ont été concernés. Il fait une Lefebvre derrière. Bon, voilà, c'est pas surprenant. Rossel, après, il a, lui, pas de bol. Il a pris pas de bol du week-end, quoi. Il les enchaîne, plus une crevaison, plus ceci, plus cela. Il y avait des performances qui étaient solides. Sur l'ensemble du WRC2, il y a peut-être matière pour Johan à faire quelque chose. Après, j'espère que Camille pourra rebondir aussi, mais aller chercher Mikkelsen, ce sera encore très difficile. Il a un programme complet, Camille, non? Oui. Ouais. Oui. Camille Rossel. Après, il n'y a pas un super plateau pour le moment. Il y a Bulassia qui était là. Le WRC2, c'est Chris Ingram. Ouais. Le jeune en Fiesta. Eric, comment il s'appelle, oui. Eric Hayes, qui a fait une super perf. Hayes. Ouais. Moi, juste sur Mikkelsen, je veux pas être long. Il n'y a rien à dire. Il est impérial dans ce qu'il fait et il a pas sa place en WRC2. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit 1000 fois. Je comprends pas pourquoi il est pas en WRC. C'est pour moi incompréhensible parce que même si peut-être sera jamais champion du monde, et encore j'ai un gros doute là-dessus, il ramènerait des points hyper solides toute l'année et il permettrait à un constructeur de s'assurer un titre quasiment. Donc incompréhensible pour moi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que comme je dis, j'ai repensé à lui il y a pas longtemps en me disant il a fait des résultats qui étaient pas mauvais avec l'Apollo à l'époque qui était l'arme absolue, hein, mais même si on peut toujours dire oui il était moins bon qu'Ogier, bah oui mais enfin on sait qui c'est Ogier, quoi, hein, plus besoin d'expliquer. Il a fait des résultats qui étaient quand même pas non plus dégoûtants avec la C3 qui était pas spécialement la voiture du plateau. Il a fait des résultats qui étaient pas non plus mauvais avec la Hyundai. Bon, le mec il a un pédigré qui est pas dégueulasse, quoi. Alors même s'il a une tronche plus de surfeur que de pilote, tu peux quand même te dire le gars c'est pas un manchot, quoi, et ça y va quand même. Donc là effectivement incompréhensible effectivement qu'une écurie ne cherche pas à garder le gars pour marquer des gros points. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. David nous dit que Bulassia avait une Fabia Diesel vu comment elle fumait noire. Ensuite, donc question suivante, on va parler du RGT avec un Astier surprenant qui a mis une mine à tout le monde, même à Manu Guigou à voiture égale. Et on avait François Delecourt qui suivait tant bien que mal. Il a fait des belles perfs. Je crois que c'est samedi qu'il a fait des belles perfs. Et le reste du temps, c'était plutôt laborieux. Vous en pensez quoi donc de cette perf d'Astier? Bien. On peut pas dire pas bien, mais j'aurais aimé voir Siamin. Ça aurait été pas mal. Oui.
Ah ouais. Astier en propulsion, c'est pas une surprise, c'est quand même un mec qui gagne une finale de Coupe de France. Alors ça reste à prendre une finale de Coupe de France, quoi. Hein. Mais qui gagne avec une Porsche devant des 4 roues motrices, donc et des R5 déjà à l'époque. Donc bon, c'est pas surprenant. L'Alpine, c'est une voiture démoniaque. On l'a pu le voir en championnat de France. Bon là, il y a des conditions météo qui n'étaient pas forcément extraordinaires, mais le positionnement au général, c'est une sacrée performance, ouais, vraiment quoi. Et le mec est à un très très haut niveau avec cette auto-là. J'aimerais bien le voir sur une épreuve justement en championnat de France, genre en Antibes, parce que ça pourrait être très intéressant. Est-ce que vous avez vu le déroulement de certaines spéciales compliquées? Justement, ils ont une roue de secours. Comment ils ont fait? Ils partaient avec 3. J'ai pas regardé les monte-pneus. Ils partaient avec 3 softs, un clou en réserve. Comment ils ont fait? Parce qu'on, j'ai pas vu de vidéo encore. Franchement, j'ai rien vu du tout. Justement, le samedi, François a réussi à faire des choses plutôt bonnes dans la spéciale qui était sèche parce qu'il partait avec 5 softs. Et tandis que les autres partaient avec ils panachaient des super softs et des neiges. Donc là où c'était sec, et ben François était devant, mais par contre dès qu'il montait le col et que c'était dans la glace, ben il prenait des valises. Mais oui, il y a qu'une roue de secours effectivement. Et il n'y a pas beaucoup de place, ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place. Ok. Prochain rallye, ça sera la Suède avec un tout nouveau parcours. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Non, pas vraiment. Ouais. Donc, pour l'instant, ça a l'air assez mystérieux. J'ai essayé de chercher un peu tout à l'heure. Ils ont eu des problèmes pour obtenir les autorisations, mais apparemment, sauf erreur de ma part, ils les ont eu. Donc on verra ça. Donc ça sera dans 3 semaines ou dans un mois, presque un mois. Du coup, pour terminer le live, vous allez me donner une note sur 10 sur ce Monte Carlo. Juste. Vas-y, je t'écoute. Juste un petit mot avant parce que justement moi j'ai regardé le rallye sur Canal+. Et je voulais avoir un mot donc sur ce que fait Canal. Non, mais pas de souci. Franchement, c'était très bien. Il y avait Siamin qui était au commentaire des spéciales avec Stéphane Gentil. C'était vraiment très très bien, très intéressant. Siamin est très posé, il a plein d'anecdotes et c'est hyper agréable à écouter. Julien Ingrassia était lui sur certaines arrivées et départs de spéciales. Donc là aussi, c'était vraiment bien avec plein d'anecdotes et de trucs à apprendre. Donc ça c'était vraiment bien et ce que j'ai appris c'est que donc ils diffuseront l'intégralité de toutes les spéciales du Monte Carlo jusqu'en 2030. Donc ça peut être cool, ça peut être une astuce de le prendre un mois sans engagement et de le résilier l'année d'après, le mois d'après. J'ai rien dit. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et du coup, donc c'est pas dispo pour David en Belgique. On est désolé, mais toi en Belgique vous avez la RTBF où c'est gratuit et ça vous est de la chance. Bonsoir Anto Luis. Pas de bol, on arrive à la fin du live. Donc j'arrive à ma question. Donc vous me donnez une note sur 10 sur ce Monte Carlo. François, je te sens réfléchir. Je vais dire 8 parce qu'il y a quand même eu un beau spectacle, il y a eu des belles spéciales. On peut toujours faire mieux, donc c'est pour ça qu'il y a un léger décalage. Mais 8, ça me paraît un bon rallye. Et si toute la saison il y a de la bagarre comme ça, même si c'est pas toujours avec Loeb et Ogier, je signe sans problème. Quoi. Voilà. Ok. Olivier? Écoute, moi, c'est Adrien, il commence à le savoir, je suis bon public. J'ai connu tous, quasiment, même si Christophe et Adrien, vous êtes plus jeunes que moi. Mais moi, j'ai connu Monte Carlo. Il fallait attendre début mars la sortie d'échappement pour avoir les temps de toutes les spéciales en détail, savoir ce que telle voiture avait fait. Moi, là, je suis un gamin. J'ai passé mon temps devant l'ordi. WRC+, même si je comprends pas toujours tout ce qu'ils disent, parce que des fois, il y en a qui parlent plus vite que d'autres. Moi, je suis du matin au soir, là, j'ai la banane. Je regarde ce qu'on met à disposition, c'est fabuleux.
mais je vais quand même rester à 7,5, 8 comme François. 8 comme François, parce que Adrien il a raison, jeudi soir on pourrait faire 2 boucles. Samedi on aurait pu choisir deux ou trois spéciales différentes. La première très étriquée, effectivement. Oui, on peut toujours faire mieux, comme disait François, exactement dans les mêmes mots. Je vais rester à 8 quand même, pour le fait qu'il n'y a qu'une seule boucle jeudi soir, pardon, qu'il y a deux, trois spéciales discutables. Mais sinon, bien, je suis content. Ok, et on termine avec le dernier. Eh ben, 7 pour la bagarre sportive entre les pilotes, le spectacle. 3 pour le rallye. Il est moche, je le redis. Les spéciales étaient pas belles, il n'y avait pas assez de kilomètres. Il y a un mépris vis-à-vis des spectateurs qui sont parqués, qui sont obligés de venir quasiment la veille et de se garer parfois à 10, 12, 18 kilomètres même pour le col du Turini, ce qui est honteux. C'est pas normal. Mépris aussi vis-à-vis des amateurs. Voilà, cette année, un mauvais choix de spécial. C'était pas joli à voir. Donc, 7 et 3, 10, ça fait 5. Ok. Donc, Hoffmanien nous dit 8,5. Pour David, c'est 8. Et Hoffmanien nous indique que c'est grâce à l'UB et au G, sinon ça aurait été 4,5. Alors, je sais pas, 4,5 ou 4,5. C'est vrai. J'allais dire, c'est vrai, c'est que cette bagarre, elle fait un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Hein, Non, mais c'est pour ça que j'essaye d'en faire un petit peu abstraction en faisant l'analyse du rallye. Parce que si on enlève cette bagarre, on se serait vite ennuyé quand même. C'est clair. Pour moi, ce sera un 7. Voilà. Seb nous dit 3. Oula, j'espère que tes élèves savent en plus que ça. Bon, ça sera trouver un plus sévère que moi. Bah, c'était un plaisir, messieurs. Pareillement. Donc on se reverra d'ici peu donc pour le rallye de Suède. Donc Imbric nous dit vivement le retour sur Gap pour de meilleures spéciales. C'est ce qui se disait vers Gap l'an prochain. On verra. On a un an devant nous. Et toutes les supputations possibles. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça va supputer, là, ça va y aller. Un an pour le faire. C'est clair. Ouais. Donc, on se retrouve en attendant donc, sur le forum Spirit of Rally, donc spirit-rally.com. Ce live sera rediffusé sur YouTube. Je mettrai ça demain en ligne. Et autrement, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous dis ciao. Bonne soirée, messieurs. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Salut.